Intégrer des structures jeunes et en forte croissance génère toujours beaucoup plus d'opportunités et on vous confie forcément plus de responsabilités alors que vous êtes jeune. Et moi, j'ai adoré cette expérience-là. Je suis rentré par la petite porte, si je peux me permettre, et puis à force de travail et puis de volonté, on réussit à grandir. On est parti de zéro, hein. Je sors de la salle de closing, j'ai pas de bureau. J'ai pas de collaborateurs et j'ai pas de mandat. Comment définiriez-vous le banquier M&A efficace, bon, aujourd'hui, en 2024? Quelque part, c'est d'abord quelqu'un qui marque des buts. Hein, c'est un deal maker qui a la meilleure efficacité entre une opportunité qui est transformée en lettre de mission, une exécution, une réalisation, un closing et un client satisfait. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Bertrand Timonier. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de la boutique M&A Adviso Partners. Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager votre histoire dans le Career Insight. La première question, elle est toujours très générale. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? Guillaume, déjà merci de votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir faire votre connaissance et puis celle de vos followers, c'est ça ? On dit comme ça. Mon parcours professionnel. Déjà, c'est un parcours qui est assez atypique dans notre industrie. J'ai fait des études supérieures d'agriculture, j'ai fait un IAE. Et puis, à l'âge de 25 ans, je suis rentré au Crédit Agricole. Ça s'est fait assez naturellement, puisqu'à l'issue d'un stage, on m'a proposé de continuer à y travailler. Pendant 5 ans, j'ai fait du financement corporate. Et puis, à l'âge de 30 ans, j'ai été appelé par un directeur général d'une caisse régionale pour intégrer une structure de capital investissement de caisse régionale, qui s'appelle aujourd'hui Carvest, qui avant s'appelait Cofinep, voilà, pour faire du capital investissement. Et là, autant ma vie jusqu'à présent, je m'y ennuyais un petit peu, c'était sympa, mais c'était un job tranquille. J'étais très bon en tennis et en golf. Et là, ce métier m'a passionné. Donc, chez Carvest, on regardait des opérations. Alors, pour vos followers à l'époque, quand on investissait 1 million de francs, c'était beaucoup d'argent. Hein. Maintenant, les données ont changé et on investissait dans un certain nombre de projets. Et puis, en 2002, le groupe LVMH décide de vendre les actifs de Pommery. Le mandat est donné à une banque d'affaires assez réputée à l'époque qui s'appelait Clinvest, qui était la banque d'affaires du Crédit Lyonnais, et un groupe champenois en forte croissance, qui est le groupe Franken, se porte candidat pour acheter les titres de cette structure. D'ailleurs, c'était pas une structure, c'était les actifs. Et puis, le groupe Crédit Agricole, qui était un financeur important du groupe Franken, décide de soutenir ce projet via la structure des fonds propres. Et c'est Sodica, jeune structure du Crédit Agricole, qui faisait du small et mid caps, est mandaté pour conseiller à l'achat Paul-François Franken. Je fais partie des équipes côté private equity. Mmh. Et en 2002, le deal se fait. C'était une opération significative. On parle de 180 millions d'euros. Et cette opération donne aussi un véritable élan et un véritable essor au groupe Franken. Et à ce moment-là, je travaille avec les équipes de Sodica. Jean-Jacques Ricolo, qui en était son président et fondateur, a pensé que mon travail a été de qualité et engagé. Et Jean-Jacques m'a proposé de rejoindre les équipes de Sodica en tant qu'MD, alors que j'avais 34 ans, pour animer et développer un territoire qui était la région Est, voilà, de la France. Voilà comment, d'une entrée un peu classique
dans un groupe bancaire. J'arrive dans une structure qui s'appelle Sodica, qui était en forte croissance, en fort développement. Et d'ailleurs, je le dis à votre communauté, à vos followers, intégrer des structures jeunes et en forte croissance génère toujours beaucoup plus d'opportunités. Et on vous confie forcément plus de responsabilités alors que vous êtes jeune. Et moi, j'ai adoré cette expérience-là. Alors, voilà. On va reparler de ça. Après, il y aura une autre structure jeune et en croissance, c'est Adviso. Oui. Donc, le message a déjà été bien passé. Mais je reviens au Crédit Agricole. Vous rejoignez, après vos études, cette grande banque française. C'était une opportunité ou c'était vraiment un choix bien réfléchi de commencer dans une banque? C'était une opportunité. Si on fait un flashback, les années 94-95, c'était des années plutôt atones en termes sur le marché de l'emploi. Un stage, on me propose de travailler sur des filières agricoles. J'avais une compétence, une expertise, et l'équipe était plutôt sympa. On était chez un leader de marché, et donc c'est tout naturellement que j'ai intégré le groupe Crédit Agricole. D'ailleurs, c'était CASA à l'époque. Voilà. Alors, c'était la direction de l'agriculture. Oui, à l'époque, c'est devenu le pôle agroalimentaire au sein du Crédit Agricole. Tout à fait. C'était quoi concrètement vos missions? Alors concrètement, donc j'ai travaillé sur des filières agricoles, des filières assez techniques qui étaient peu étudiées. Donc ça allait des petites productions agricoles. Donc je travaillais sur l'élevage du sanglier, si vous voulez rentrer dans le détail, Guillaume, pardon. L'élevage, la production de crocodiles, donc ça va faire. Et puis aussi, on a travaillé sur certaines filières agroalimentaires un petit peu plus solides. Puis après, je me suis occupé de développer un logiciel qui était destiné à tous les chargés d'affaires du réseau. Et dans ce logiciel, vous aviez un simulateur Crédit Bail qui a fait qu'après, j'ai intégré les équipes de Crédit Bail du Crédit Agricole qui maintenant s'appelle CA Leasing. Et puis ensuite, j'ai fait du crédit bail immobilier, et puis après du financement corporate, et puis voilà. Ouais, on a démarré finalement assez loin de la corporate finance. Tout à fait. Et vous en êtes rapproché progressivement pour atterrir, vous en avez parlé, au sein de la structure de private equity de la Caisse régionale du Nord-Est à l'époque. Et c'était en 2000, c'est ça, il me semble. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos principales missions en private equity et qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période? C'est une très bonne question. Alors, vous voyez, je suis rentré par la petite porte, si je peux me permettre, et puis à force de travail et puis de volonté, on réussit à grandir. Les missions chez Carvest, c'était des missions de chargé d'investissement, donc d'analyse d'un marché, d'analyse d'un dirigeant, ses qualités, d'analyse d'un comité de direction, et puis de l'analyse des cash flows d'une entreprise et voir si une opération de LBO était éligible ou pas, et s'il y avait un intérêt pour y investir. Et ainsi générer des plus-values potentielles pour la structure. C'est assez courant d'avoir une structure de PI dans les grandes banques à l'époque. Je vois que vous avez bien bossé votre entretien. Vous avez parfaitement raison. C'était assez rare à l'époque. Le directeur général de l'époque était assez précurseur sur ces métiers-là parce qu'il voulait être assez en amont des opérations et être assez proche des dirigeants et donc assez proche du capital que ceux-ci détenaient. Effectivement, c'était assez précurseur. Et je me souviens, donc Bernard Marie à l'époque disait on apprend ce métier et on va faire des belles opérations tous ensemble. D'ailleurs, tous les collaborateurs qui ont évolué dans cette structure aujourd'hui ont connu des carrières professionnelles assez brillantes. Et vous en avez parlé aussi, vous atterrissez aussi un petit peu par hasard, grâce à une opération avec le groupe Vranken dans l'équipe M&A Mid-Cap du Crédit Agricole, qui s'appelait Sodica Corporate Finance, mais qui maintenant est devenu Crédit Agricole Mid-Cap Advisors depuis 2022. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience et votre évolution au sein des équipes? Expérience exceptionnelle, j'y ai passé beaucoup de plaisir. J'ai vécu dans une entreprise qui était en croissance. C'est un vrai bonheur et c'est un vrai plaisir. Donc 2003, j'y arrive. 2005, je circule dans les couloirs. Mon patron me sollicite, me dit tiens Bertrand, le Crédit Agricole a racheté le Crédit Lyonnais.
Il y a des équipes de M&A mid-caps à l'intérieur du réseau du Crédit Lyonnais, avec des mandats en cours. Il s'agirait qu'on les reprenne. Est-ce que ça t'intéresse de t'en occuper? Bien sûr. Donc, je récupère ces équipes-là en management et il y avait entre 6 et 8 opérations à exécuter. On les sort avec succès et s'ouvre l'opportunité de développer toute l'animation du réseau Crédit Lyonnais, qui est un réseau de bonne qualité et avec qui on a fait en 6 ou 7 ans, on a dû faire une 50aine d'opérations. En 2008, j'ai 38 ans, je deviens managing partner dans cette maison et en 2011, la directrice générale de l'époque prend sa retraite et Jean-Jacques Ricolo, qui était le président de tout le pôle, me propose de prendre la responsabilité des équipes M&A. Ce que je fais avec plaisir. Et donc, à 42 ans, me voilà animateur d'une équipe qui était dans le top 3 des structures small et mid-caps du marché. On était une 50aine de collaborateurs et on faisait entre 40 et 50 opérations par an. Voilà. On l'a rappelé, vous avez exercé à la fois en private equity, un métier d'investisseur, puis en M&A, un métier de conseil. En quoi ces deux métiers sont différents mais aussi complémentaires? J'aime bien la notion de complémentarité. En fait, le trait d'union, c'est certainement la valeur mobilière d'une PME cotée, mais très souvent non cotée. Hein. On travaille une matière qui est commune. Par contre, il y a certainement des différences. La temporalité, la posture et peut-être aussi les enjeux. La temporalité, en M&A, on va travailler pendant 6 à 18 mois sur un projet. On prépare le pitch, on va exécuter, puis on réalise. L'investisseur, lui, va travailler sur un projet sur une temporalité qui se situe entre 36 et 60, peut-être plus, mois. Et puis enfin, les enjeux vont être un petit peu plus lourds. Puisque nous on raisonne sur nos fils de succès, donc on va de milliers d'euros à millions d'euros, quand un investisseur financier lui raisonne de millions d'euros en dizaines de millions d'euros. Quand ça se passe bien, ça se passe très bien. Quand ça se passe mal, ça se passe très mal. Et puis si je reviens sur la notion de posture, chez Adviso, on a une marque de fabrique, on exécute et on aime bien ça, exécuter des opérations de LBO primaire. Donc on part très souvent d'une page blanche, d'un actif plutôt brut. Et on va comprendre le business model, on va comprendre le projet d'entreprise avec le dirigeant, ce qu'on appelle l'equity story. Et on va essayer de mettre tout ça en perspective dans le but de réaliser son cahier des charges. Si je reviens sur la posture de l'investisseur, lui, il doit s'assurer que cet actif correspond à sa stratégie d'investissement. Bien rentrer ou bien acheter, bien entrer dans cet actif selon les bonnes modalités. Durant la vie de la participation, réussir effectivement à la développer, à créer de la valeur. En organique ou en externe. Et puis enfin, sujet qui est un sujet important, c'est trouver le bon momentum de sortie. Et ce qui fait les bons investisseurs de moins bons investisseurs, si je peux me permettre, c'est cette aptitude à gérer le bon momentum. On dit parfois que le banquier M&A, c'est un commercial et l'investisseur en PI, c'est un analyste. Donc il y a des qualités de commerciaux, des qualités analytiques. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est un peu simpliste? En gros, est-ce que c'est les mêmes compétences qui sont requises en M&A et en private equity? En M&A, on doit être un très bon analyste. Et en private equity, on doit être aussi un très bon commercial parce qu'on doit savoir séduire une équipe de management. Un deal se fait à des conditions de marché. Il y a souvent plusieurs investisseurs qui sont aux mêmes conditions et comme dans tout sport de haut niveau, la différence se fait au détail. Et séduire un client par son projet est un élément important, qu'on soit en M&A ou en private equity. Je dirais que
Peut-être qu'en M&A, il faut, on est sur des temps plus courts. Peut-être c'est peut-être ça c'est peut-être ça l'élément déterminant. Voilà ce que je peux vous dire, Guillaume. Alors, on a parlé de votre début de carrière, qui était quand même une dizaine d'années au Crédit Agricole. Il y a une rupture en 2014, vous quittez la banque. En 2015, vous fondez une nouvelle structure, votre propre structure, c'est Adviso Partners. Pourquoi? Ouais. Alors, Adviso Partners, Sodica fonctionnait bien, on se développait, c'était un plaisir. On avait trouvé notre rythme de croisière. Quelques changements dans la verticale groupe Casa, quelques divergences stratégiques. Et puis, j'avais 45 ans et je me suis dit que être entrepreneur au service des entrepreneurs, c'était le moment. Voilà. Et donc, à ce moment-là, concours de circonstances, un DG d'une banque populaire régionale m'appelle, demande à me rencontrer, m'indique qu'ils n'ont pas le savoir-faire à l'intérieur du groupe qui était celui que nous avions chez Sodica, c'est-à-dire être présent au grand rendez-vous des entrepreneurs sur le segment du small et du mid-caps. Et puis, on se rencontre et puis il me dit « Monsieur, on veut faire quelque chose avec vous ». Et en parallèle, le président de Fidal, avec qui j'avais pas mal officier, me dit « Écoute, le cabinet se développe bien et on souhaite nouer des partenariats avec des métiers connexes à ceux des avocats. La levée de financement, le conseil en propriété intellectuelle, et on te connaît bien, on a confiance en toi et on souhaiterait avoir un partenariat avec toi. » Et de là sort le 22 janvier 2015 une plateforme qui s'appelle Adviso Partners. Alors Adviso Partners, Adviso, on entend peut-être la connotation advice, conseil. Ça vient d'où le nom? Ah, c'est très juste. Adviso, c'est le triple A. Moody's ferait pas mieux. Pardon. A, on est en tête de liste. AD, on est encore plus en tête de liste que les autres A, pardon. L'Aviso, c'est un navire de commandement dans la marine de guerre. Et advice, comme vous l'avez dit très justement, Guillaume, c'est le conseil et puis ça passe à l'international. Voilà comment ce nom a été choisi, Guillaume. Pouvez-vous présenter Adviso Partners et nous raconter les grandes étapes de son développement depuis 2015? Alors Adviso Partners, donc c'est une structure jeune, même si elle a emmagasiné un certain nombre d'expériences. Aujourd'hui, on est 50 collaborateurs, on a fait 180 opérations. On a un taux de croissance annuel moyen de 25%. Alors, on est parti de zéro. Je sors de la salle de closing, j'ai pas de bureau. J'ai pas de collaborateurs et j'ai pas de mandat. Pourquoi? Parce que la consigne m'avait été donnée de bien gérer la période de transition, et c'est très important d'être parfait dans ces situations-là. Par contre, j'avais 3 années de charges fixes d'avance en trésorerie, ce qui nous permet d'avoir le temps de bien conseiller nos clients, indépendamment de contraintes de trésorerie d'une entreprise que tout à chacun connaît. Adviso donc a aujourd'hui 9 ans. On a eu une phase de lancement d'abord, où comme vous, quand vous avez créé Training You, on est au four et au moulin. On gère du mieux possible. Quand on recrute, on vend d'abord un projet, une vision,
Hein. Et puis, les choses se sont très bien passées pour nous. Le bébé est bien né. Très rapidement, la première année, on a surperformé notre BP de la première année. Et puis, au bout de 3 ans, on avait déjà fait quelques belles opérations. HTL, qui produit de l'acide hyaluronique. Le groupe Dossier, auprès de qui on avait restructuré une dette. People and Baby, on avait fait une levée de fonds. Ou encore le groupe STG, groupe de transport assez connu en France. Et donc, à l'issue de ça, on continue notre développement. Hein. On avait surperformé notre business plan et on rentre dans une phase de développement. Donc, qui dit développement dit ouverture de tous nos bureaux en région, sur les territoires. Hein, d'ailleurs, nos territoires ont de la valeur, vous le savez. Et donc, on crée nos 6 bureaux partout en région. Et puis, on développe un IT interne qui nous permet d'historiser. On a 15 000 noms de dirigeants, actionnaires de PME, ETI dans notre base, de suivre l'exécution de nos missions, de suivre le temps qu'on passe sur nos missions pour suivre une parfaite exécution. Ce qui nous permet de continuer à nous développer. Le marché était bon aussi. Donc, tous les cash flows générés nous ont permis de réinvestir dans l'entreprise. Et puis, post-Covid, on est rentré dans une phase de consolidation qui nous a permis de créer des lignes métiers, en plus de notre développement régional. Donc les lignes métiers, c'est celles que vous pouvez connaître. On a développé une debt advisory qui est une pratique de marché. Le restructuring, en ce moment c'est carton plein. Les équipes de Benoît Desteract et de David Attali travaillent jour et nuit. On développe aussi le small caps. Avec le rapprochement avec les équipes de Societex. Et puis, un scoop, on va annoncer dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent l'arrivée d'une équipe viticole qui est une équipe qui fonctionne très bien et qui va déployer le savoir-faire viticole sur tous les territoires. Voilà. Et ainsi va le développement de cette entreprise, puisqu'Adviso est un projet de croissance. Alors, je reviens sur quelques éléments clés de votre ADN. Vous avez parlé de l'implantation régionale, du maillage territorial d'Adviso. Oui. C'est pas le cas de toutes les boutiques M&A qui existent en France. Vous avez un vrai ancrage local. Il y a 6 bureaux, il y en a un à Paris, mais il y en a aussi 5 en région, à Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille et Lille. Quels sont les avantages de cet ancrage local, à la fois pour originer les mandats, mais aussi pour exécuter les mandats? C'est bien, Guillaume, je vois que vous avez bien bossé vos fiches. On va créer aussi un bureau à Bordeaux, à Toulouse prochainement. Cet ancrage, il nous aide à l'origination. Hein, donc les patrons de région animent des écosystèmes locaux qui leur permettent d'être en amont de l'information, hein, puisque notre métier est d'abord de savoir collecter une information de qualité. Et puis d'être dans ces écosystèmes de dirigeants. Vous voyez, encore hier, Michael Chichportich, qui est le patron de la région Est et qui est associé dans l'entreprise, a réalisé une opération qui s'appelle GoFormation, achetée par Activa Capital. Le dirigeant de cette entreprise, satisfait du travail d'Adviso Partner, parle de nous à un de ses amis, lui aussi dirigeant, qui avait fait pitcher 2 banques d'affaires. Nous n'étions pas invités. Il sollicite Michael et ses équipes. Et hier, Michael me disait qu'on était choisis. Voilà. Donc, cette proximité est utile à l'origination, mais aussi à l'exécution. En LBO primaire, les dirigeants partent souvent dans l'inconnu. Et d'être en proximité de son MD est un élément de réassurance et qui, pour lui, est important. Et finalement, vous l'avez dit, Guillaume, cet ADN de l'entreprise, ce Paris-Province permanent, est un atout concurrentiel important pour Adviso. La preuve en est, c'est que on peut offrir le meilleur du marché de la plaine Monceau à nos clients, qu'ils se trouvent dans des endroits les plus reculés en France, que ce soit dans l'Ariège, dans le Cantal ou autre. Voilà.
Un deuxième élément de l'ADN d'Adviso, c'est votre capacité à intervenir à la fois sur des opérations M&A classiques, mais aussi, vous en avez parlé, sur du financement, debt advisory, ou des restructurations avec le restructuring qui effectivement est en plein essor en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous citer une mission récente sur chacune des activités? Alors, en debt advisory, David Amisel fonctionne au day-to-day sur chacune des opérations de LBO. Je parlais de GoFormation récemment, des deals vont sortir. Olivier avait conseillé aussi les équipes d'Ivest sur Marie-Laure PLV, très belle opération réalisée par cet investisseur financier. En restructuring, il y a des opérations qui sont en train de sortir. Le groupe Saint-Mamet était une opération assez compliquée qui avait été réalisé où on avait un contexte, on était au Syrie, on avait des équipes des banques qui étaient là, on avait un contexte social qui était difficile, on avait des candidats acquéreurs là encore extrêmement complexes à manœuvrer, c'est le groupe Intermarché qui avait racheté, mais on avait la chance d'avoir un management de très grande qualité et qui nous a permis de sortir par le haut cette opération. Voilà, voilà. Troisième élément clé, alors vous n'en avez pas parlé, mais je l'aborde maintenant. Vous êtes l'un des premiers, ou le premier conseil financier indépendant à obtenir le statut d'entreprise à mission. Et je précise, la raison d'être d'Adviso Partners, c'est accompagner pour transmettre et faire grandir les entreprises de nos territoires en préservant les enjeux sociétaux et environnementaux. En quoi cette raison d'être comment elle se traduit au quotidien, d'abord auprès de vos équipes en interne, ensuite auprès de vos clients en externe? Guillaume, de ce que vous me dites, ça me touche beaucoup. Parce que vous connaissez par cœur notre raison d'être. Et bravo, parce que vous avez fait cet effort-là. Et je suis sincèrement très touché par le travail que vous avez fourni. La RSE, c'est une urgence. Vous n'avez peut-être pas encore d'enfants. Moi, j'en ai. Et je souhaite que tout le monde puisse vivre et grandir au mieux sur cette planète. Je suis fan de sport de montagne. Je m'intéresse beaucoup à la cryosphère. Sur les 25 dernières années, 28 milliards de tonnes de glace ont fondu. Ça représente pas grand-chose, si ce n'est que c'est le territoire des UK qui a disparu. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très important. Modeste, et nous pratiquons à notre mesure les choses. Chez Adviso Partners, ce sujet-là est soutenu par la totalité de l'entreprise, mais l'idée par Guillaume Dary, qui est associé et gérant à Nantes. Et donc, on essaie de faire des choses concrètes, sans trop faire de marketing. Donc, d'abord, dès qu'on a pu le faire, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle autrement Adviso, qui a été créé en 2018, dès que l'entreprise s'est développée, et où on a 1% de nos fees qui va dans ce fonds-là. On soutient un certain nombre d'associations. Elles sont sur le site internet. J'aime bien Force Femmes. C'est une association qui aide les femmes de plus de 45 ans à retrouver un job. Et puis, j'aime bien aussi quelque chose qui est un trait d'union ou un point commun entre nous. C'est on accompagne une association qui s'appelle les Entretiens de l'excellence. Vous aidez à des entretiens d'excellence au travers de Training You. Nous aidons cette association, l'idée par un garçon qui s'appelle Chen Vathieu, où on aide des jeunes d'environnements moins favorisés à s'ouvrir vers des milieux ou des métiers plus favorisés. Donc concrètement, on accompagne une classe de la seconde au lycée Gustave Eiffel à Gagny, dans le 9-3, et on va les mentorer pendant le cycle seconde, première, terminale, pour aller jusqu'au bac. Et on va passer du temps avec eux pour leur montrer que le 8e arrondissement n'est fermé à personne. Et chacun des membres de l'équipe, chez Adviso Partners, est parrain d'un élève de cette classe de seconde. Je vais vous dire, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce qu'on pourrait penser que la vraie vie, c'est le 8e, mais ça fait aussi du bien de voir qu'il y a une vie aussi au-delà du périphérique. Et ça nous permet d'être aussi
très à l'aise et très en contact avec nos patrons de PME partout sur les territoires. Donc ça, c'est autrement Adviso. On a été en 2019 entreprise à mission. Le Covid est passé par là. Et puis on a créé une activité M&A Impact où c'est une practice où on accompagne que des business qui ont une dimension RSE, Day by Day, qui est le leader en France de la distribution de produits en vrac, nous épicerie anti-gaspi, ou DGW qui fait du recyclage. Et puis, je vous livre un scoop. On a enclenché le process Bicorp il y a 3 ans. C'est un process qui est assez long. Donc, on est rentré en phase d'audit Bicorp il y a 6 mois déjà, et on est en phase de finalisation. Et j'espère qu'on va pouvoir être labellisé Bicorp et être la première structure de M&A à être labellisé Bicorp dans les mois qui viennent. Voilà. Donc, tout follower qui aime l'excellence, qui aime les entretiens d'excellence, mais qui aussi veut donner du sens à son action, et le bienvenu chez Adviso Partners. C'est bien noté, ce sont de jolies initiatives que nous soutenons aussi, nous, chez Training, évidemment, quand on le peut. Il y a un dernier peut-être élément clé que j'aimerais aborder avec vous, c'est votre réseau de partenaires qui est assez solide. Alors, il y a évidemment les banques populaires et le cabinet d'avocats Fidal qui sont présents à votre capital depuis le départ. Mais il y a aussi le cabinet d'audit Grant Thornton et de conseil financier Grant Thornton. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Est-ce que ça vous aide dans vos missions auprès de vos clients? Alors, déjà, aucun de ces partenariats n'est exclusif. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, je ne crois pas en l'exclusivité. La seule exclusivité que nous puissions avoir, c'est d'être excellent partout, dans nos exécutions du quotidien, et qui fait que on a envie de se faire conseiller par Adviso Partners. Au lancement de l'entreprise, la réputation et la notoriété de ses partenaires institutionnels nous a évidemment aidés, mais eux aussi nous avaient sélectionnés à l'époque. Et puis aujourd'hui, sont des partenariats plus équilibrés où quand le client le souhaite, on leur présente les offres des banques ou du cabinet Fidal et ou de Grant Thornton. Grant Thornton avait arrêté le M&A en France et donc a lancé un processus de sélection d'une banque d'affaires, et on avait été retenu. Et donc on est l'acteur français du réseau M&A Monde de Grant Thornton, qui fait 250 opérations par an. Et en interne, chez Adviso, on a 3 personnes qui sont le relais de toutes les opérations cross-border à l'intérieur du réseau Grant Thornton. Alors, vous avez racheté, il y a quelques temps, vous en avez parlé, la banque d'affaires Sociétex Corporate Finance, qui est très présente sur le small cap. C'était passé relativement inaperçu, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, en tout cas, en préparant ce podcast, je suis tombé sur cette information et ça m'a intéressé. Pourquoi cette acquisition? Et plus globalement, quels sont vos principaux axes de développement dans les prochaines années? C'est très juste, on avait peu communiqué à l'époque. On fait d'abord les choses pour le développement de l'entreprise avant de faire les choses pour notre réputation à l'intérieur du marché. En fait, c'était une demande, l'offre small cap, c'était une demande qui était formulée par certains de nos partenaires, puisque pour des raisons d'organisation et de coûts, nous ne pouvions pas répondre à tous les besoins qui étaient formulés par les clients. Le deuxième élément, c'est que les entreprises de petite taille qui sont en croissance deviennent des entreprises de moyenne taille, puis de grosse taille. Et accompagner une PME au début, l'aider à faire des build-up, réaliser sa première opération en capital, puis sa deuxième, fait qu'on a des clients fidèles. Et c'est comme ça qu'on crée du fonds de commerce. Le deuxième élément, c'est que ce marché, et on a eu... pardon l'expression, on a eu le nez creux à l'époque. Ce marché est un marché extrêmement stable, extrêmement résilient. C'est environ 800 deals par an, le segment du small caps, et 800 deals de manière régulière, et qui est peu structuré.
Et enfin, on se connaissait bien avec les équipes de Societex. Et puis, on s'est dit que on pourrait les aider dans leur développement. Alors, Societex, c'est une entreprise d'excellente qualité technique et professionnelle, qui est l'idée par Thomas Borin et Jean-Jacques Vory. C'est une entreprise qui date de 1952 et qui a fait plus de 1000 opérations. Voilà. Et vous voyez, depuis qu'on s'est rapprochés, ils ont en une année doublé leur chiffre d'affaires. Ils ont un projet de développement assez ambitieux et nous, on souhaite même faire en sorte que ce soit la première plateforme de small cap sur le marché français à terme. Et on en a les moyens, on en a le muscle. Et la qualité organisationnelle et technique des équipes leadées par Thomas Borin et Jean-Jacques Vory me permet d'être très ambitieux pour Societex. Est-ce qu'à terme, la marque Societex va perdurer ou est-ce que c'est l'identité Adviso qui va chapeauter les deux activités? À date, Societex est une belle marque sur laquelle on va insuffler la dynamique du groupe Adviso. Mais on pense que avant de changer une marque qui date de 1952, qui a fait plus de 1000 opérations, il faut avoir qui est très bien identifié, il faut avoir des arguments. Peut-être que ça sera, comme toutes les marques du groupe Adviso, la marque by Adviso, peut-être. Mais en tout cas, c'est un très bel actif, c'est une très belle dame et qui a de belles pages d'histoire à écrire encore. Alors, sur vos axes de développement pour les prochaines années? Alors, les axes de développement, c'est toujours autour de 3 axes. Le premier, la proximité et les implantations territoriales. La deuxième, ce sont des secteurs d'activité qui sont plutôt en dynamique et qui se financent plutôt bien. La tech, les entreprises de services numériques, tout ce qui a trait à l'énergie, tout ce qui a trait à l'impact. L'agroalimentaire reste quelque chose de résilient. Puis enfin, les lignes métiers. Je les ai décrits, on va continuer à les étoffer, peut-être l'international aussi, et puis on va continuer à consolider notre croissance et notre colonne vertébrale. Bertrand Timonier, ça fait plus de 20 ans maintenant que vous exercez le métier de banquier d'affaires. Donc j'aimerais vous poser quelques questions sur le rôle du banquier d'affaires aujourd'hui. Comment définiriez-vous le banquier M&A efficace, bon, aujourd'hui, en 2024? Quelque part, c'est d'abord quelqu'un qui marque des buts. Hein, c'est un deal maker. Hein, c'est un deal maker et qui a la meilleure efficacité entre une opportunité qui est transformée en lettre de mission, une exécution, une réalisation, un closing et un client satisfait. Ça, c'est le court terme, mais aussi pour moi, un banquier d'affaires, c'est quelqu'un qui a une vision long terme et qui s'inscrit dans le développement de la structure dans laquelle il évolue. Donc, c'est aussi quelqu'un qui développe la marque, qui développe son identité et puis qui transmet son savoir-faire au sein des équipes. Et chez Adviso Partners, on a des parcours de formation qui sont lidés par Guillaume Capel, qui est associé gérant chez Adviso et qui travaille la transmission du savoir des plus seniors vers les plus juniors. Pour nous, c'est un élément important. Adviso Partners est une entreprise où nous souhaitons que les gens s'y développent, y grandissent et s'y sentent bien et soient quelque part la relève de demain. Parce que peut-être qu'inconsciemment, j'ai comme volonté chez Adviso Partners de reproduire toute la croissance que j'ai pu vivre chez Sodica quand j'y avais la chance de travailler. Donc voilà pour moi voilà les principales qualités de ce que pourrait être un banquier d'affaires. Et les qualités et compétences du banquier d'affaires junior sont pas nécessairement les mêmes que celles attendues chez un banquier senior. Alors, comment effectivement réconcilier les deux pour justement faire évoluer les jeunes dans l'organisation? C'est une très très bonne question. Vous avez cette charnière entre un banquier junior qui est excellent dans l'exécution et son passage sur le volet origination et le volet impact client et transformation. En fait, on pense que les choses doivent se construire petit à petit, ce virage ne doit pas être brutal.
Donc dès le grade VP chez Adviso, on enclenche un parcours qui s'appelle en interne le parcours directeur, où on va faire des séminaires pour ces équipes-là, qui va tourner autour de la connaissance de soi, savoir s'exprimer en public, savoir parler à une caméra, mener une réunion, avoir une relation fluide avec un dirigeant actionnaire, pouvoir impacter, oser lui dire des choses sans en avoir peur, dans le but de l'aider à avoir du confort dans cette phase d'autonomie, pour que ensuite il puisse continuer à grandir, aller générer des opportunités, puis comprendre les problématiques d'un dirigeant, trouver des angles, et puis pouvoir gagner ses premiers mandats et ensuite les exécuter. Avec votre recul, quelle est, selon vous, la recette du bon pitch ou la bonne démarche commerciale pour obtenir un mandat? Vous allez trouver que je suis assez répétitif, mais un bon pitch, c'est un pitch qui est gagné. Alors, comment on le gagne? Alors, comment est-ce qu'on gagne un pitch? D'abord, il faut réfléchir. Se mettre à la place de l'autre, certainement. Un bon pitch, c'est un pitch qui est hyper préparé. Un bon pitch, c'est un pitch sur lequel on a une conviction. Dans notre jargon, on appelle ça un angle. Ça ne sert strictement à rien d'aller pitcher, comme on dit, si on n'a pas de conviction. On ne gagnera pas. D'ailleurs, chez Adviso Partners, on a un process qui fait que, avec 10 critères, et si 7 de ces 10 critères ne sont pas remplis, on ne va pas au pitch. Voilà. Et enfin... Vous pouvez nous donner les critères ou c'est confidentiel? Top secret, top secret. Mais tentez ma chance. Mais pourquoi? Parce qu'on le temps c'est compté, le temps des équipes c'est compté, notre crédibilité elle est comptée, et on n'ira pas sur un sujet dont on pense qu'on n'est pas pertinent. Et enfin, je termine sur la détermination. Je dis toujours aux équipes, un pitch gagné va toujours à celui qui le veut le plus. Voilà. Et enfin, perdre, ça arrive. Même quand on fait ce métier depuis 20 ans, c'est un métier qui a la magie de vous amener à l'humilité. Et on a une phrase qui est gravée sur nos murs. Chez Adviso Partners, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Alors, quand on gagne, on a un mandat d'exécution. Oui. Quels sont, selon vous, les facteurs clés de succès d'une opération M&A? D'abord, d'avoir défini un bon cahier des charges avec le client. D'être sûr qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les attentes du client et ce qu'on va pouvoir délivrer. Alors, on parle de valo, on parle de délai, on parle de nature de contrepartie, on parle de structuration financière, on parle de gouvernance, de management de package. Donc, c'est la base. Et puis ensuite, ça c'est le métier du banquier d'affaires, de s'assurer que le cahier des charges va être en adéquation avec les situations du marché du moment. Chez Adviso Partners, on parle au marché tous les jours, et on est en mesure de dire à notre client si ou pas c'est le bon moment. Parfois, chez Adviso, on a attendu 4 ans avant de sortir un projet, parce que on pensait que c'était pas le bon moment. Et puis, quand l'opération se dessine, les offres sont là, bien ensuite, il faut savoir avoir l'impact suffisant pour dire au client, monsieur, voilà, le marché est là, c'est à vous de choisir, mais c'est maintenant qu'il faut faire. Voilà. Alors, vous avez parlé du marché. Je rebondis sur cet élément. En ce moment, c'est pas la situation la plus favorable, avec un financement qui est plus difficile, des tensions géopolitiques. Quelle est votre analyse de cette situation? Et qu'est-ce que vous attendez des prochains mois? La situation va se détendre, les taux commencent à baisser, les banquiers seniors savent qu'il faut continuer à financer des opérations, il y a des projets de croissance. Donc les PME ont digéré les variations de conjoncture économique, le coût de l'énergie, les coûts logistiques, la masse salariale. Donc je pense qu'on retrouve de la visibilité, et je pense que ce marché qui s'était un petit peu durci va se détendre.
Le positionnement stratégique d'Adviso nous a permis de nous protéger un peu de tout ça. Nos opérations ont duré un petit peu plus longtemps, mais par contre la volumétrie est restée la même et ce positionnement stratégique qui est résolu, qui avait été dessiné dès le départ, est un positionnement qui nous permet de nous protéger des cycles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les activités small caps, des opérations de transmission, il s'en passera tous les jours, hier, aujourd'hui et demain. Alors, on a un point en commun aussi, Bertrand Timonier, TrainingView Adviso, c'est que nous, on forme les étudiants que vous allez ensuite recruter et on a régulièrement plusieurs de nos anciens étudiants, soit en stage, soit en CDI chez vous. Ça m'amène à des questions sur le recrutement chez Adviso. Il y a plusieurs centaines d'étudiants qui souhaitent rejoindre Adviso chaque année pour faire des stages. Comment vous sélectionnez les meilleures candidatures ? Alors comment est-ce qu'on les sélectionne? Déjà, il y a des critères académiques qui sont importants, non négociables. On souhaite l'excellence dans le parcours professionnel et d'avoir des gens qui ont déjà une expérience, parce que ça va leur permettre de ne pas souffrir durant leur première tranche de vie dans l'entreprise. Ensuite, on veut des gens qui, culturellement, vont se sentir confortables chez Adviso Partner. Donc, pour nous, c'est important de les connaître. C'est important qu'ils soient le plus en transparence possible pour que on puisse les faire grandir dans cette maison. On aime bien aussi des gens qui ont une personnalité. Tout à l'heure, vous l'avez dit, Guillaume, le passage du banquier exécution au banquier origination / dealmaker, il faut une personnalité. Et cette personnalité, elle se construit. Et elle se construit au travers de son histoire personnelle ou entrepreneuriale et ou sportive, qui vous permettent de construire du muscle à côté et qui vous sera utile pour fabriquer de la maturité et ainsi pouvoir impacter sur un client, un projet et ensuite être un bon deal maker. Quel serait le plus précieux conseil que vous donneriez à notre audience pour, très intéressée par ce sujet évidemment, pour décrocher une offre de stage ou convertir un stage pour avoir un CDI chez Adviso? C'est comme réussir un bon pitch. C'est extrêmement préparé. Ça arrive de moins en moins, mais quand... On est là pour ça. Bravo, et vous le faites bien d'ailleurs. Je vous disais, ça arrive de moins en moins, mais quand un candidat se projette dans l'entreprise et qu'il ne connaît pas sur le bout des doigts le site internet, c'est carton rouge. Donc c'est signe que ça n'a pas été préparé, donc c'est signe qu'il n'a pas envie ou qu'il est moins volontaire. Et donc pour nous, ce n'est pas c'est un signe d'une réussite potentielle moins élevée. De prendre contact avec des membres de l'équipe qui connaissent l'entreprise, qui en connaissent notre style et notre culture. Et puis ensuite de réussir parfaitement les tests. Alors, petit message, les tests changent régulièrement. Les tests techniques changent régulièrement chez Adviso Partner. Donc, c'est pas la peine d'aller récupérer ceux d'il y a 6 mois. On change les codes assez régulièrement. Bon, les tests techniques changent, mais la matière testée, finalement, elle, c'est la même. Bien et sûr. Vous pouvez la préparer sur la plateforme TrainingView, évidemment. On est là pour ça, comme on l'a dit. Dernière question sur le recrutement. Oui. Une fois qu'on a décroché l'offre, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que banquier senior, de vos jeunes banquiers? Alors, au-delà de la capacité, évidemment, à évoluer et à devenir un bon banquier senior, dans les tâches de production, d'exécution en début de carrière. Ouais. D'abord, qui s'insère parfaitement dans l'équipe. Ce qui fait qu'une entreprise vit bien, c'est la qualité de son équipe et c'est la cohésion de son équipe et l'entraide qu'il y a à l'intérieur de l'équipe. 2, c'est d'être un buvard. Tous les messages qui peuvent être passés à un collaborateur, plus il les perçoit, il les intègre, plus il grandira vite. C'est une source d'évolution importante. Et puis ensuite, c'est de suivre tous les parcours de formation interne qui sont prodigués au sein de l'entreprise. Voilà.
On va passer, Bertrand Simonier, si vous le voulez bien, à la dernière partie de ce Career Insight. C'est le fameux quiz du Career Insight. J'en rappelle les règles pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais on a des habitués maintenant. Des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de votre côté. D'accord. On y va? Oui. Si vous deviez définir Adviso Partners en un seul mot, cela serait lequel? Pardon Guillaume, ça ne sera pas un seul mot. C'est finalement un élément de notre ADN fort qui est d'être entrepreneur au service des entrepreneurs. La principale qualité de l'entrepreneur? La principale qualité d'un entrepreneur, il y en a beaucoup. Vous en êtes un aussi. Il y en a beaucoup. Je dirais c'est oser, tout en freinant dans les virages. La principale qualité d'un banquier d'affaires, puisque vous en êtes aussi un. Je pense que c'est l'écoute. C'est l'écoute pour comprendre son client, comprendre un contexte. C'est très, très important de comprendre un contexte et d'adapter un processus à un contexte déterminé, de ne pas le reproduire, de ne pas reproduire, un process tel que on a pu en vivre hier ou avant-hier. Et puis aussi l'écoute pour comprendre les objectifs des contreparties. C'est ça qui fait je pense, on est un bon banquier d'affaires. Votre meilleur souvenir professionnel? Il y en a beaucoup, mais certainement le jour de la création d'Adviso Partners, le jour où on sort de la salle de closing. Oui, ça c'est un très bon souvenir, oui. Votre pire souvenir professionnel? On vit des difficultés au quotidien dans l'exécution de nos missions. On doit avoir des qualités de résilience. J'ai pas de pire souvenir professionnel. Les moments difficiles qu'on peut vivre, ce sont des moments qui sont source d'évolution, de progression. Mais j'ai pas de pire souvenir professionnel, en tout cas à ce stade. Le plus beau deal que vous avez fait? Tout à l'heure, je vous ai parlé de belles opérations. On a encore conseillé les dirigeants du groupe Sarbet, qui est un beau groupe de cosmétiques dans le nord de la France récemment. Mais certainement que le plus beau deal, c'est le premier d'Adviso. Une affaire qui s'appelle Ipelec. On avait surperformé le cahier des charges du dirigeant et puis ensuite il nous a confié des missions de croissance externe et on continue à l'accompagner. Donc c'était une opération qui est très chère à notre cœur. Le deal le plus difficile que vous avez fait? Il y a des deals qui ont des contextes compliqués, mais on est assez rompu à ça. J'ai pas d'opération particulièrement délicate. Elles ont toutes leurs spécificités. Pardon Guillaume, mais peut-être les deals les plus difficiles seraient les deals qu'on ait ratés, mais voilà. Le client qui vous a le plus impressionné? Je crois qu'ils m'impressionnent tous. Mais peut-être une mention spéciale pour un de nos clients. Je me permets de le citer. Il s'appelle Frédéric Grunblatt, qui était le patron d'un groupe qui s'appelait Vitafrais, qui faisait de la distribution de produits frais, ultra frais dans les réseaux bio, qui a vendu son entreprise et qui a réinvesti la quasi-totalité des plus-values réalisées dans un projet RSE. Il a racheté une ferme qui fait 500 hectares et il a construit un outil industriel de collecte et de transformation de tous ses produits pour faire de la distribution en circuit court. Parce qu'il voulait donner du sens à son argent et je suis vraiment très impressionné par le parcours de ce dirigeant. L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui? Une anecdote. Allez, quelque chose de personnel peut-être. Je crois que c'est Charles de Talleyrand qui dit ça. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Sans mon épouse Marie-Cécile, je crois que j'arriverais pas à faire tout ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Le conseil que vous donneriez aux jeunes Bertrand Simonier qui étudiaient à l'école dans les années 90? Peut-être oser, rêver, ne pas lâcher ses rêves, être ambitieux, mais ne pas être trop pressé. La cathédrale Notre-Dame, elle a d'abord des fondations, puis des murs, un toit, et enfin, elle a pu poser la flèche. Voilà. Être ambitieux sans être trop pressé. Ça se construit une vie professionnelle.
Bien compris. Merci Bertrand Timonier d'avoir partagé votre histoire avec nous aujourd'hui. Merci Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.